Exercice pratique numéro 2. Oui. Quand on parle de champ de recherche, c'est par rapport aux outils avec lesquels on fait l'analyse ou bien par rapport aux résultats? En vérité, c'est d'abord par rapport le aux résultat, outils. Non, c'est d'abord par rapport aux outils. C'est d'abord par rapport aux outils tant que je suis dans le pré-projet. C'est-à-dire c'est ce qui va légitimer dans un premier temps, qui va donner, je veux dire, ma rigueur scientifique au travail. Mais par la suite, lorsque j'aurai fait aboutir mon travail, je vais l'inscrire aussi dans un champ de recherche en particulier. Vous voyez, donc c'est à la fois un tenant et un aboutissant. C'est mon point de départ, mais ce sera aussi mon point d'arrivée. Parce que, attention, on pourrait se poser la question qui est tout à fait légitime, puisque nous sommes dans un département de langue. Que vient faire après tout la carte postale ici? En travaillant sur la carte postale, est-ce que je suis beaucoup plus en littérature et civilisation, ou alors je suis beaucoup plus en sciences du langage? Vous voyez? Bon, on fait les deux. On fait les deux, oui. Donc, si j'ai bien compris, M. Dehou, par rapport à ce que vous venez de présenter, c'est que dans un pré-projet, donc l'objectif, c'est d'alterner à chaque fois entre les éléments qui composent ma problématique et les références qui soutiennent vraiment les idées que ça je doit la voudrais. soutenir, oui, ça doit la soutenir. Donc c'est comme ça, donc il faut alterner à chaque fois. Mais vous l'avez compris, c'est pour cela aussi qu'au niveau du cursus, pourquoi au niveau du cursus, par exemple, nous travaillons sur les références bibliographiques? Pourquoi est-ce que dans le cursus, nous travaillons sur le corpus? Bien que ce soit des matières tout à fait différentes, mais ce sont des matières qui se complètent. Oui. Moi, je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vous montrer des résultats, c'est encore une fois de vous inciter à réfléchir, de vous montrer la démarche pour que vous sachiez agir lorsque vous êtes face à vos propres étudiants. Rappelez-vous la dernière fois, lors de la dernière réunion qui s'est tenue, la question que je vous avais posée avait été la suivante. Comment vous encadrez? Non, oui, comment est-ce que vous encadrez et qu'est-ce que vous faites lorsque vous recevez vos étudiants? Vous m'avez dit, on répond à leurs questions. Non, ce qui serait plus intéressant, c'est quoi? C'est de leur dire, écoutez, voilà, ça c'est le sujet, c'est le thème que moi j'ai proposé, et voilà, ce serait bien de reprendre ce canevas ou cette matrice et de renseigner chaque élément en présence de vos étudiants, avec eux, pour leur faire prendre conscience de la chose. Et en même temps, c'est une façon de les sécuriser, vous les rassurer. Parce que, pourquoi est-ce que les étudiants, la plupart du temps, ils ne terminent pas? Parce qu'ils n'ont même pas été capables de concevoir la problématique. Parce qu'ils ont un problème de document. Moi, je vous l'ai dit, à un certain moment, on m'a dit, M. Dehou, si vous proposez toute sa démarche aux étudiants, si en tant qu'encadreur, je fais toute sa démarche-là, je renseigne tout cela, qu'est-ce qu'ils vont faire les étudiants? Et je vous avais expliqué, je vous avais dit ceci, il va leur rester le plus gros du travail, c'est-à-dire dépouiller la documentation et rédiger. Ça, il y a deux façons de faire. Soit ce que je vous ai proposé là, par rapport à vos propres termes, qu'on va reprendre tout à l'heure, vous le remplissez vous-même. Et lors de la consultation avec vos étudiants, vous leur expliquez comment est-ce que vous avez réfléchi pour qu'ils prennent conscience. Et à ce moment-là, vous leur dites, tu n'as plus qu'à travailler maintenant, voilà les documents, ce qui sera difficile. Soit, vous leur ramenez le thème et vous allez leur dire, ce canevas, nous allons le remplir ensemble, en faisant des choix, en négociant. Moi, ce que j'aime pas utiliser comme mot avec les étudiants, c'est le verbe corriger. Moi, je ne corrige pas, j'essaye de négocier avec les étudiants. Je préfère négocier que corriger les étudiants. En vérité, les deux verbes, en fait, ils sont légitimes. Dans un premier temps, parce que le travail n'a pas encore été entamé, nous négocions. Mais lorsque le travail sera entamé, lorsque le travail sera en cours, il sera obligé de corriger. Moi, je dis la correction, c'est plutôt le côté langue. Mais quand il s'agit de choix à faire, c'est plutôt un travail de négociation. C'est un travail de négociation. Voilà. Mais parler de négociation, il faut quand même savoir que négocier avec quelqu'un qui est beaucoup plus autonome. Oui, voilà. Ce qui n'est pas toujours évident. Et quelqu'un, et d'ailleurs, quand est-ce que vous pouvez négocier avec lui? Si seulement vous lui avez expliqué tout cela, s'il le comprend, parce que quelqu'un qui ne comprend pas, ou qui n'a pas les connaissances suffisantes, parce qu'il va négocier. C'est parce que justement le point de départ, en principe, ça devrait être le fait d'inciter l'étudiant à lire. Oui. C'est ça le point de départ. Non mais ce qui m'intéresse moi, c'est que la plupart du temps, nous avons un réflexe malheureux.
Pourquoi est-ce que je dis malheureux? Non, c'est un réflexe malheureux au plan de la méthodologie. Parce que, à partir du moment où on a distribué les thèmes, on a la conscience tranquille en tant qu'encadreur. Mais non, et nos étudiants, ils sont finalement perdus. Ils sont obligés d'aller consulter d'autres collègues. Mais non, je vous l'ai dit, il doit y avoir un suivi régulier. Et si ce suivi régulier, c'est à partir des rencontres qu'il va y avoir. Mais ces rencontres, vous devez leur donner un travail. Et lui dire aujourd'hui, écoute, voilà, là, tu vas corriger la formulation, enfin de la problématique. Là, tu vas m'expliquer la démarche. Mais il ne faudrait pas le laisser livrer à lui-même. Il faut être là pour le seconder, pour lui dire, voilà comment est-ce que tu vas t'y prendre. Ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure avec vous. Je vous explique pourquoi est-ce que j'ai choisi tel ou tel verbe, pourquoi est-ce que j'ai choisi tel ou tel adverbe. Parce que par la suite, voilà ce qui précède et voilà ce qui va suivre pour montrer la logique, toute la logique de le raisonnement que je suis en train de construire. Je vous présente un deuxième thème, exercice pratique 2, de la paraphrase. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit la paraphrase. De la paraphrase. De la paraphrase. C'est une formulation qui appartient beaucoup plus au 19e siècle, d'une façon de faire. Nous sommes dans quel domaine? Sciences du langage ou littérature et civilisation? Sciences du langage. La linguistique paraphrasée. Mais si vous deviez choisir, Sciences du langage. logiquement, en voyant tel La texte, rhétorique, normalement, Sciences qui du pourrait langage. être Bien. présente dans les et deux. pourtant là c'est une façon de vous dire que ça dépendra du regard que vous portez. Oui. Écoutez bien, voyez. Sujet. De la paraphrase à la pratique de l'immanence. Ouh là là. Écrire autrement. Je sais pas. De la paraphrase à la pratique de l'immanence, écrire autrement. C'est-à-dire que de là, c'est un point de départ. À la pratique de l'immanence, c'est un point d'arrivée. Mais grâce à quoi? En écrivant autrement. Est-ce que c'est tout? Et non, c'est pas tout. Pour une lecture littéraire du texte dit bien. C'est une rencontre des sciences du langage et de la littérature. Et vous allez me dire, mais c'est d'accord, pourquoi est-ce que vous dites lecture littéraire? C'est forcément littéraire si c'est un texte. Non, parce que la lecture littéraire est aussi une démarche. Voyez? Et lorsque vous dites vers et pour, ce n'est pas la même chose. Pour, c'est une finalité, un but que vous vous donnez. Vers, c'est une revendication. C'est beaucoup plus à caractère politique. Donc, de la paraphrase à la pratique de l'immanence, écrire autrement, pour une lecture littéraire du texte dit bien. C'est un titre hermétique. Il n'est pas tellement compréhensible. Cas d'un extrait du roman Les Terrasses d'Orsol, 1985. Le corpus. Voilà, ça m'en train de préciser. Et là, qu'est-ce que nous avons mis? Nous avons mis le corpus tout simplement entre deux tirets. Vous voyez, cas d'un extrait. Cas d'un extrait, hein? Et non pas le roman. On n'a pas dit le roman. Cas d'un extrait du roman Les Terrasses d'Orsol, 1985. Donc c'est un titre plus ou moins complet. La grande difficulté, c'est de comprendre chacun des termes. Qu'est-ce qu'une paraphrase? Qu'est-ce qu'une pratique? Qu'est-ce que l'immanence? Et que signifie écrire autrement? Et en quoi consiste la démarche qui consiste à lire, plutôt à faire une lecture littéraire? C'est bon? Déjà Faut être vous musclé. avez deux segments. Écrire, la dichotomie écrire Être et musclé, lire. hein. Écrire autrement, c'est la finalité finalement que vous vous donnez. C'est votre finalité. Mais grâce à quoi? Grâce à une lecture littéraire que vous aurez faite du texte dit bien. Ouais. Oui, c'est la finalité que vous vous donnez. C'est-à-dire Donc, le point de départ, c'est la lecture. Après, c'est l'écriture. Et mais vous avez pourquoi commencé. écrire autrement? Pourquoi écrire autrement? Parce que, qu'est-ce que paraphraser? C'est Réécriture. réécriture. Réécrire. Oui, voilà. Oui, c'est une autre formulation parce que la réécriture, ça signifie également autre chose aussi. Retenez ce titre-là. Vous voyez, le sujet. Motivation. Comme si vous étiez. Voilà. Ah oui, Choisi ce c'est un exercice, on l'a dit, c'est un exercice pratique. Écoutez bien. La motivation. Dans la mouvance théorique, c'est-à-dire par rapport à toutes les théories qui existent, dans la mouvance théorique qui tente de saisir, c'est une tentative, hein, qui tente de saisir d'une époque à l'autre, l'œuvre littéraire dans sa pratique d'immanence, un triumvirat règne sans partage, quelles que soient les théories qui se concilient ou qui l'affrontent. Manipulation, compréhension, interprétation des textes. N'oubliez pas que le triumvirat, c'est un pouvoir à trois têtes. C'est pour ça qu'on dit triumph, donc ça vient des Romains. Donc manipulation, compréhension, interprétation des textes. Les textes sont manipulés.
les textes doivent être compris et les textes doivent être interprétés. Donc ça, c'est la motivation. Mais dans le cadre général de la mouvance théorique qui tente de saisir d'une époque à l'autre l'œuvre littéraire, dans ça, et là on a dit l'œuvre littéraire, c'est l'absoluté, quelle que soit. C'est bon? Ça, c'est la motivation. Problématique. Le lecteur du texte dit bien est toujours en quête d'une véritable autonomie qui le transforme en autorité interprétative. C'est clair. La formulation doit être précise. N'est-ce pas, Mbro? Le lecteur, quel qu'il soit, c'est un lecteur en puissance, mais pas n'importe qui. Préciser pourquoi c'est pas le critique. Non, non, parce que c'est d'abord le lecteur. Il a l'attitude de critique aussi. Il y a lecteur averti et lecteur amateur. Donc le lecteur du texte dit bien. Donc on s'intéresse. C'est bien délimité notre champ. Le texte dit bien. C'est une affirmation aussi. Et toujours en quête, c'est-à-dire à la recherche. Mais ce qui est intéressant avec le terme quête, c'est que quête, ça vient du verbe questionner. Et vous savez que l'accent circonflexe, il remplace un S au départ. C'est en quest. Et là, vous dites enquête. Donc, il est en train de questionner. Donc, le lecteur du texte dit bien, et toujours, c'est une affirmation aussi. On n'a pas dit et enquête. On a dit toujours. Enquête. Toujours. Enquête. Perpétuelle. Pas d'une autonomie, d'une véritable autonomie qui le transforme en autorité interprétative. Et c'est là où devient critique. Monsieur Dehou, la problématique, c'est le titre. Mais en quoi justement? C'est cela qui est intéressant. Toute la démarche consiste à clarifier davantage la chose. J'ai imaginé de la paraphrase à la pratique. On continue. On continue. On continue. Mais ce qui est intéressant, Chakira, la remarque que vous venez de faire, est-ce que ce n'est pas le sentiment qu'éprouvent nos étudiants lorsqu'ils sont face au titre qu'on leur propose? Face au titre, ils sont perdus. Et c'est pour cela qu'on doit négocier avec eux. C'est pour ça que je vais proposer ce canevas ou cette matrice pour qu'ils puissent avoir les idées en place. Vous voyez, vous l'avez dit, elle est plus facile. On continue. Cadre théorique. Théorie de la lecture littéraire. Ça, c'est des lectures préalables qu'on doit avoir. En fait. Théorie de l'immanence. Sociologie de la lecture. Sémiotique de la lecture. Attention, vous allez me dire, est-ce qu'on va utiliser tout cela? Non, ça, c'est des préalables. C'est des bases que vous devez posséder. C'est-à-dire que c'est des éléments indispensables. Si vous ne les possédez pas, vous ne pourriez pas. C'est les fondements théoriques. Ah oui, ce sont les fondements. D'accord? Objectif. Il est bête, l'objectif. Lire littérairement. Sauf que là aussi, attention, il faut aller au-delà de certaines évidences. Il faut aller au-delà de certaines évidences. Oui, lire littérairement le texte dit bien. Et là, je le précise encore une fois, ici, un extrait du roman Les Terrasses d'Orsol, 1985. Et c'est bien de le répéter à chaque fois, pour ne pas oublier. Pourquoi est-ce que je répète pour ne pas oublier? Parce que pour ne pas être en contradiction avec moi-même. Se peut que je déclare une chose et tout de suite après, je dis le contraire 2 ou 3 paragraphes après. Donc, lire littérairement le texte dit bien, soit au moyen d'une interprétation sémantique et d'une interprétation critique. Qu'est-ce que l'interprétation sémantique? C'est ce qu'on appelle la sémiosique. Qu'est-ce qu'une interprétation critique? C'est la sémiotique. Mais attention, telle que définie par Umberto Eco. Où est l'écriture dans tout cela? On continue. Non, par rapport à l'objectif, c'est-à-dire l'écriture. Non, attention, il ne s'agit pas pour moi de réécrire. Il s'agit pour moi de prendre conscience des mécanismes par lesquels l'auteur est passé, justement. C'est pour cela qu'on parle d'une interprétation sémantique et d'une interprétation critique. Quelle est la différence entre les deux, monsieur? L'une est sémiosique, l'autre est sémiotique. Non, vous allez voir. Allez, vous allez voir. Oui. Sémiotique ولا ولا سيميوتيك؟ C'est-à-dire à chaque fois, qu'est-ce que vous فهموني voulez انا او يحكي على ليكتور قادر تقول لا
lecture, pour une lecture Il y a littéraire du texte il y a Shafiqa. Ah, Il y a deux domaines en général de la littérature. Il y a le domaine de la création littéraire, création, le D'accord. domaine de la critique. D'accord. Quand on passe au domaine de la lecture du texte littéraire, bien l'étude du texte littéraire, chaque activité, bien chaque acte de lecture, je lis un texte. On demande aux étudiants de faire une lecture, une étude d'un texte. D'accord. Il est toujours recommandé de passer toujours par cet axe, parce que l'objectif final, c'est la production. On produit La un texte. didactique. Non, je fais la didactique, c'est la lecture littéraire. C'est-à-dire, à partir d'un texte de création, je passe à un texte entre guillemets critique. Et le texte C'est critique. l'enseignement. Et le texte, non, monsieur l'enseignement. Et le texte critique, etc., ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une paraphrase, ça peut être un commentaire composé, ça peut être une dissertation. Pour dire que le texte, il est là comme support, comme source qui va conduire aux étudiants de travailler. Ça, c'est la pensée didactique. Non, c'est pas forcément la pensée didactique. Nous sommes obligés de revenir un peu Parce que à ce qu'on a appelé Lecture critique. l'approche de la critique génétique. Comment est-ce qu'un texte est généré pour la première fois? À partir, vous savez qu'à un certain moment, il existe actuellement ce qu'on appelle la brouillonnologie. Oui. C'est-à-dire, à partir du brouillon, je travaille. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un texte, il a pris naissance? Finalement, ce n'est pas le résultat qui m'intéresse. C'est le processus qui lui a permis justement d'être produit, de prendre naissance comme ça. Les définitions que vous avez demandées, c'est celles telles qu'elles ont été données par Umberto Eco. Donc là, on pourrait consulter Umberto Eco pour avoir une idée beaucoup plus précise. Méthodologie. Posture. Votre posture, elle doit être interdisciplinaire. Pourquoi? Parce que c'est la rencontre de la phénoménologie, de la pragmatique et des sciences cognitives. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément des choses que vous allez forcément utiliser. Mais c'est des éléments dont vous devez avoir connaissance. Vous voyez? Eh oui. Analyse littéraire textuelle d'un extrait du roman Les Terrasses d'Orson. D'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est que je ne peux pas épuiser une œuvre à partir d'une seule démarche, à partir d'une seule discipline. Je suis obligé d'avoir une vision globale. Question de recherche. Quelle relation, au pluriel, le texte dit bien, tente-t-il d'établir avec son lecteur? C'est la pragmatique. C'est une question qui relève de la pragmatique. Pas forcément, pas simplement en tout cas. Ok? C'est ça la question de recherche. C'est pour ça que je l'ai mis en orange. Quelle relation le texte dit bien tente-t-il d'établir avec son lecteur, pas n'importe qui. Donc je parle de la théorie de la réception. La relation ça peut du être la message pragmatique, avec ça ses peut être la réception. utilisateurs, Mais là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'exposer des points de vue en fonction de vos propres préoccupations et de vos connaissances. La relation du message avec ses utilisateurs, à savoir l'émetteur et les récepteurs, c'est la pragmatique. Non, la pragmatique, ce qu'elle vise, c'est le message en tant que communication. Sa relation avec ses utilisateurs, c'est-à-dire avec son produit. Non, son effet. Faites la différence entre le processus et la finalité lui-même. La finalité qui consiste à convaincre. Mais la pragmatique, elle me permet de comprendre comment la chose elle est construite. Elle me permet de voir les stratégies argumentatives que je vais utiliser justement pour pouvoir convaincre. Ok? Sous question. Quelle place et rôle le texte dit bien accorde-t-il à son lecteur actuel? On a dit lecteur actuel. Existe-t-il une communauté de lecteurs ou une communauté interprétative universitaire algérienne du texte dit bien? Monsieur, Et là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je vais vous donner un autre exemple en dehors du texte dit bien. C'est beaucoup plus ce que nous avons fait avec Malik Ben Nabi. Malik Ben Nabi, oui, il y a une communauté de lecteurs. Malik Ben Nabi, oui, il y a une communauté interprétative. C'est des gens qui se considèrent comme étant ses véritables disciples. Des sortes d'adeptes, oui, des sortes d'adeptes, mais scientifiquement, intellectuellement. Vous voyez? Attention, pourquoi est-ce que vous réagissez de la sorte? Mais s'il vous plaît, moi je vous ai présenté une problématique. Je vous ai donné un objectif. Mais le thème, c'est-à-dire le sujet tel que je l'ai formulé, il y a d'autres possibilités. Ce n'est pas la seule vision. Ça, c'est une interprétation que moi j'ai faite.
C'est un regard que j'ai jeté. Mais vous pourriez reprendre l'intitulé tel quel, l'intitulé hermétique, et vous allez lui donner d'autres perspectives. Vous voyez, ce ne sont pas les seuls. C'est une lecture. Oui. Sur le plan méthodologique, la formulation de la deuxième question, donc sous forme de interrogation totale, existe-t-il? Donc ici, la réponse, ça va être un oui ou un non. C'est pour cela. Et pourtant, je conseille toujours à mes étudiants, je leur dis évitez ces questions fermées. Non, il y a une chose que vous devez savoir. Oui. C'est que nous sommes obligés de faire la différence entre la question et les sous-questions. Oui. Généralement, la question est une question totale. Mais répondre à une question totale au plan de la stratégie argumentative, ça relève de l'absurde. Pourquoi? Parce que ça ne mène nulle part. C'est pour cela que nous sommes obligés d'en faire et de transformer en question partielle, beaucoup plus précise. Mais sachez-le, au départ, généralement, la question de recherche, elle est totale. Elle est totale. Oui? Monsieur, une petite remarque seulement, parce que vous avez dit un extrait. Normalement, au début, donc on doit se mettre d'accord de l'extrait, parce que ce que vous venez d'expliquer, donc on ne peut pas l'appliquer. Donc lorsqu'on dit un extrait, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un chapitre, est-ce qu'il s'agit d'un texte. C'est à vous de délimiter. C'est à vous de les délimiter. Et c'est pour cela que vous êtes obligé de faire la différence entre une citation, un extrait et un passage. Vous voyez? C'est à vous de délimiter. Vous êtes responsable des termes que vous utilisez. Mais j'ai dit si, je n'ai pas dit 7 extraits, j'ai dit un extrait. Parce qu'il se peut que M. Hamla fasse la même chose, il va choisir un autre passage, un autre élément. Ça pourrait être un chapitre à la rigueur. Mais ça pourrait être aussi bien juste l'incipit. Ça pourrait être aussi bien juste une petite section. Ça dépend. Ça, c'est des choix en fonction de votre positionnement personnel. Et en fonction de la profondeur à laquelle vous allez creuser. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la méthodologie en elle-même. Ce n'est pas la réponse qu'on pourrait donner. Le lecteur du texte dit bien actuel, est-il en mesure, parce qu'il a cette faculté, cette capacité, est-il en mesure de s'adonner à une appropriation active et transformatrice de son texte préféré? Et là, nous en venons à la réécriture. Vous voyez? Bien. Monsieur. Oui. S'il vous plaît, quelle est la différence entre la problématique et la question pédagogique? La question, je vous l'ai dit, dans certains cas, si la problématique elle est sous forme d'interrogation, nous ne sommes pas obligés d'avoir une question de recherche. La question de recherche, elle peut être, je vous l'ai dit, soit affirmative, soit déclarative, soit négative, et c'est pour cela que dans certains cas, en fonction de la formulation, en vérité, vous pourriez confondre à la fois la problématique, la question de recherche et l'hypothèse. Donc ça dépend de la manière de formuler, de la précision avec laquelle vous formulez. Voyez? Mais ne partez surtout pas de l'idée que la problématique, elle est surtout forcément interrogative. Comme on est, on doit retenir le plus, c'est que la problématique, c'est un fil d'Ariane. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Ne soyez pas, j'allais dire, trop impératif. Pourquoi tout à l'heure on a utilisé le terme de négociation? Parce qu'il ne s'agit pas aussi de nous imposer ou d'imposer notre propre vision à nos étudiants. Parce que là, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne seront pas libres. J'accepte la vision de l'étudiant, mais à condition que je lui fasse prendre en conscience que ce qu'il dit peut être justifié scientifiquement. Si ce n'est pas justifiable, si c'est injustifié, je rejette. Là, je dois être catégorique. Mais sinon, dans la plupart des cas, laissons-le faire. Je suis là pour le seconder, je suis là pour l'orienter. Et c'est ce qui fera que son travail sera véritablement personnel. Ce n'est pas mon travail, c'est son travail. Donc je suis là pour le guider. Annonce du plan. Ici, par exemple, une première section, le texte libyen et son lectorat actuel. La réalité d'une communauté de lecteurs ou d'une communauté interprétative universitaire algérienne du texte libyen. Vous le voyez. C'est-à-dire que finalement, j'ai repris les questionnements, je les reformulé de manière beaucoup plus précise pour que ça devienne des titres de chapitres, de sections, etc. Le lectorat du texte dit bien et son appropriation active et transformatrice du texte octorial. Pourquoi je vous l'ai dit finalement, le canevas est un squelette. Si vous l'avez travaillé correctement, le travail, vous l'avez facilité à vos étudiants. Mais les étudiants, pourquoi la plupart du temps, ils ne terminent pas? Parce que tout ce préalable, en fait, il n'a pas été assuré. On leur donne juste un titre et on leur dit, allez vous débrouiller. Non, on doit les accompagner. Parce qu'ils ne sont pas autonomes. Ils ne sont pas encore autonomes. Ok, donc la médiagraphie indicative, là aussi.
une médiagraphie à chaque fois. Attention, les thèmes que je vous ai proposés, c'est une démarche, hein. C'est une démarche que j'ai réfléchi. Et les thèmes, plutôt la médiagraphie, elle n'est pas choisie au hasard. J'ai véritablement entrepris cette recherche en fonction de tout cela. C'est-à-dire que finalement, c'est déjà prêt. Vous voyez? Vous voyez la lecture de la théorie et la pratique, théorie pratique de la lecture littéraire, les limites de l'interprétation, ce que M. Flein connaît parfaitement. Voilà. Donc, la théorie de la lecture et l'expérience du lecteur, les théories de la lecture, défis et questions. Vous voyez, effet de filtre en lecture littéraire. La lecture littéraire comme parcours dans l'ère du dire, donc prolégomène, un sémiotique de la réception. Je passe en didactique. Exercice pratique numéro 3. Didactique. L'écologie didactique. C'est votre dada, cher. L'écologie didactique. Ok? C'est bon? Bon, c'est vrai qu'on va très très vite, mais allez, l'écologie didactique. Ça, c'est le thème qu'on va redonner sous forme de sujet. N'oubliez pas que le sujet, c'est l'orientation que vous donnez à votre thème. Je vous ai toujours dit que le thème correspond en fait à votre assiette parabolique. Et le sujet, c'est l'orientation que vous allez donner tout simplement à cette assiette. Voilà le sujet. Au niveau de titre, écologie didactique et sauvegarde de l'écosystème classe de fleuve. Vous voyez, il n'y a pas de déterminant, ni défini ni indéfini. Ok? Écologie didactique et sauvegarde de l'écosystème classe de fleuve, la dynamique d'un regard culturel controversé. Le titre principal, il est très technique. Le sous-titre, il est beaucoup plus rhétorique. Il est beaucoup plus rhétorique et il est polémique. Parce que vous le savez, un titre peut être énigmatique, un titre peut être descriptif, un titre peut être polémique, tout ce que vous voulez. Donc, écologie didactique et sauvegarde de l'écosystème classe de fleuve, la dynamique d'un regard culturel controversé. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Enlever didactique et classe de fleuve, et les trois termes vont ensemble, l'écologie, la sauvegarde et l'écosystème. Donc nous avons déjà les trois termes clés. Vous voyez, donc il faut rechercher leur signification. Mais en même temps, ce qui nous intéresse, ce n'est pas un regard culturel, c'est la dynamique d'un regard culturel parmi tant d'autres. Et ce regard culturel, il est controversé parce qu'il n'a pas fait l'unanimité. Et dans quel cadre particulier? Celui de la classe de fleuve. Vous le savez, hein, au plan de la méthodologie, on vous demande d'éviter les acronymes. C'est-à-dire qu'il serait beaucoup plus correct d'écrire français langue étrangère. Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce à quoi correspond le fleu, ou alors ça pourrait correspondre à autre chose. C'est bon, donc le thème l'écologie didactique, le sujet écologie didactique et sauvegarde de l'écosystème classe de fleu, la dynamique d'un regard culturel controversé. Ce qui est intéressant, c'est que ici, la classe de fleu est déjà envisagée comme étant un écosystème. Vous voyez, donc nous sommes beaucoup plus dans les sciences de l'environnement. Donc, il faut savoir déjà ce qui se passe au niveau du vivant. Motivation. N'oubliez pas, ce sont les différents éléments. Et là aussi, je reprends le titre et le sous-titre. Donc, écologie didactique, sauvegarde de l'écosystème en classe de flore, c'est le premier niveau. Ensuite, le sous-titre en second niveau, la dynamique d'un regard culturel controversé. Allez. En une seule phrase, en seul paragraphe. La praxis de l'enseignement apprentissage d'une langue étrangère, on a dit d'une langue étrangère, on n'a pas encore précisé laquelle, exige de l'éducation nationale. Donc la praxis de l'enseignement apprentissage d'une langue étrangère exige de l'éducation nationale la mise en œuvre d'une philosophie dynamique de l'agir et de l'éthique qui concilie conflit de valeurs et conflit d'intérêts. C'est le point de départ. Il y a un projet de société. Là, c'est un constat. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Bien. Il s'agit, dès lors, c'est-à-dire en conséquence, il s'agit dès lors de s'ouvrir au principe de la recherche participative. Et si on parle de recherche participative, ça justifie le terme éthique. Okay. En particulier,
de celui de sa réflexion en mouvance, parce qu'elle n'est pas stable, elle n'est pas durable, qui prône une perpétuelle remise en question des phénomènes dans leur diversité. C'est vrai qu'il faut déjà comprendre la motivation pour poursuivre par la suite. Vous voyez? Donc c'est un exercice de réflexion. Mais l'essentiel, nous n'allons pas travailler sur cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la formulation qu'on a adoptée pour la légitimer. Donc vous avez cette motivation, et voilà à quoi est-ce qu'elle va aboutir. La problématique, l'adoption, parce que c'est un choix, l'adoption d'une conception écologique de la didactique revalorise l'enseignement, apprentissage du français langue étrangère en Algérie. Le français est en train de perdre du terrain. Nous voulons quelque part le revaloriser. Et donc, qu'est-ce qu'on affirme? L'adoption d'une conception écologique de la didactique revalorise l'enseignement, apprentissage du français langue étrangère en Algérie. C'est ce qui vous attend. C'est ce que vous devez faire. Ok, c'est bon pour la problématique? Elle est claire. Mais ici, c'est beaucoup plus un objectif de recherche qu'une On problématique. l'a dit, tout cela, en fait, ça se rejoint. Parce que c'est le domaine didactique. Ça se rejoint, sauf qu'à chaque fois, on va préciser davantage. Parce que c'est la démarche qui nous intéresse. Monsieur, est-ce que c'est quelque part le comment? Le comment faire? Pas simplement. Pas simplement. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus le comment faire qui nous intéresse en didactique et non pas le pourquoi. Cadre théorique. La théorie chrétienne. La théorie de la conscientisation. On parle de l'éthique. On parle d'une démarche participative. L'ethnométhodologie. Voilà, donc ça c'est les trois principales. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les retrouver, mais vous devez vous en inspirer. Ce sont des préalables. Ce sont des connaissances que vous devriez avoir, sinon finalement votre projet ne pourrait pas aboutir. Donc ça c'est le cadre théorique. Objectif. Vous présentez ce que vous disiez, M. Ahmed. Présenter. Présenter uniquement, pas d'autre. On n'a pas une autre prétention. Présenter quoi? Pas la réflexion, une réflexion. Présenter une réflexion sur l'apport de l'écologie didactique à l'enseignement, apprentissage d'une langue étrangère, actuellement en jeu de diverses représentations conflictuelles. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe? Oui. Si. Donc nous, ce qui va nous intéresser, présenter une réflexion sur l'apport, c'est-à-dire finalement, comment est-ce que l'écologie didactique pourrait sauver la chose? Sur l'apport de l'écologie didactique à l'enseignement, apprentissage de langue étrangère, enjeu de diverses représentations conflictuelles. Et là, ça pourrait être valable pour n'importe quelle langue étrangère. La démarche en elle-même, n'est-ce pas? Politique. Non, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de didactiser cet aspect politique. Parce que nous ne sommes pas le pouvoir. Et en tant qu'en pouvoir, nous n'avons pas ce pouvoir et nous n'avons pas à décider. Mais quelque part, peut-être que nous participons à une certaine légitimation aussi. Ou sinon, à une certaine légitimité. Voilà. Explorer les enjeux didactiques d'une conception écologique de l'éducation en Algérie à la lumière des acquis de l'ethnométhodologie. Voilà notre objectif. Nous avons l'ethnométhodologie. L'ethnométhodologie pourrait nous permettre de faire une meilleure lecture, tout simplement, de l'éducation en Algérie. Selon quoi? Selon une conception écologique. Donc toute notre démarche, elle est là finalement. Mais il faut savoir que la démarche est là. Donc ça, c'est l'objectif, qui est double, hein, à la fois présenter et explorer. Et encore une fois, l'exploration, elle n'est pas possible si je ne suis pas passé par la présentation. L'inverse ne pourrait pas se faire. Je ne peux pas explorer ensuite présenter. Il faut être logique. Méthodologie. Recherche, action participative, ce qu'on appelle la RAP. Donc c'est des connaissances qu'on doit avoir. L'approche culturelle. Vous voyez? Attention, vous pourriez avoir d'autres approches. Ça, c'est un choix que moi j'ai fait parmi tant d'autres. Question de recherche. Que peut, vous voyez, nous allons reprendre pratiquement la même chose que tout à l'heure. Que peut objectivement nous apprendre l'écologie didactique, suivant la perspective d'une approche culturelle sur l'enseignement, apprentissage d'une langue étrangère telle que le français
enjeux en Algérie de diverses représentations politiques, économiques, sociales, des plus légitimes aux plus erronées. La formulation elle est précise. Et toute votre démarche, vous l'avez là. Voyez? L'écologie didactique, perspective d'une approche culturelle, les enjeux, les diverses représentations. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un travail sur l'énonciation. Donc, question de recherche. Sous-question. Une conception écologique de l'éducation permet-elle de mieux comprendre la complexité de la réalité sociale algérienne actuelle? C'est légitime de poser la question, puisqu'on vous le dit. Est-ce que ça peut? Une conception écologique de l'enseignement-apprentissage des langues permet-elle de dessiner actuellement une cartographie plus rationnelle de l'éducation? En Algérie, bien entendu. Dans quelle mesure l'ethnométhodologie peut-elle contribuer à la réconciliation des postures divergentes relatives à l'enseignement-apprentissage des langues étrangères en Algérie? Et ce qui est intéressant, c'est que chaque question, vous pourriez directement la prendre et en faire un article. Vous voyez, une publication. D'accord? Ça, c'était les sous-questions. Annonce du plan. Là aussi, par exemple, on pourrait procéder par ces sections. Conception écologique de l'éducation et complexité de la réalité sociale algérienne actuelle. Conception écologique de l'enseignement-apprentissage des langues pour une cartographie plus rationnelle de l'éducation. Ensuite, contribution de l'ethnométhodologie et réconciliation des postures divergentes relatives à l'enseignement-apprentissage des langues étrangères en Algérie. Et là aussi, la médiagraphie indicative. Voyez. Donc à chaque fois, vous êtes obligé d'avoir vos références pour légitimer. Hein. C'est une preuve de rigueur aussi scientifique. C'est tout. Merci.